Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous continuons l'exploration des liens qui se trouvent entre les mathématiques et l'informatique, la programmation notamment, aujourd'hui avec un chapitre qui va s'articuler autour des matrices. Alors les matrices, ça semble vraiment être quelque chose de très mathématique. On utilise rarement le terme matrice quand on fait de la programmation, et pourtant on utilise des matrices, sauf qu'en programmation on appelle ça souvent un tableau à deux dimensions ou un tableau multidimensionnel. Et pourtant très souvent le concept qui se trouve derrière ces tableaux à deux dimensions, c'est le concept de matrice. Et donc nous allons voir au travers de cette vidéo des généralités sur les matrices, ce qui va nous permettre la prochaine fois qu'on va utiliser un tableau en deux dimensions dans un langage de programmation, d'utiliser les propriétés des matrices que nous pourrons appliquer directement dans nos programmes. Donc la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'est finalement une matrice? Et bien une matrice, si on le regarde juste l'aspect, en fait, c'est un espèce de tableau qui est composé de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes, et à chaque intersection de colonnes et de lignes, il y a un élément. Donc ça, c'est une manière très formelle de décrire une matrice. Une matrice, c'est simplement un tableau qui possède un nombre de lignes n et un nombre de colonnes p. Alors, est-ce qu'on utilise déjà des matrices au quotidien? Alors évidemment, des matrices, on les utilise au quotidien, mais on les voit par exemple sous cette forme-là. On a un petit tableau des distances qui séparent des villes. Et vous voyez qu'on retrouve un petit peu le format de la matrice, c'est-à-dire qu'on a des données en en-tête, on a des données en ligne, et en fait l'information qui se trouve à l'intersection d'une colonne et d'une ligne va nous donner une information. Si je veux savoir quelle est la distance par exemple entre Paris et Marseille, il me suffit de sélectionner la ligne Paris, la colonne Marseille, et sur l'intersection, j'aurai le nombre de kilomètres qui sépare Paris de Marseille, 773 km. Et on s'aperçoit que l'intérêt de la matrice, en le représentant comme ça, et en l'utilisant à ce programme précis, peut par exemple nous montrer qu'effectivement le 773 km se retrouve également ici, entre Marseille et Paris. On a la distance entre Paris et Marseille et Paris. Donc on peut se dire qu'on a les informations deux fois. Mais ce doublon d'informations va nous permettre également de se dire qu'on peut avoir parfois un chemin qui représente une certaine valeur et le chemin de retour qui n'a pas exactement la même valeur. Si j'avais représenté par exemple le temps au lieu des kilomètres, eh bien vous vous rendez compte que la montée de l'Alpe d'Huez prendrait par exemple beaucoup plus de temps que la descente. Et donc on pourrait par exemple avoir le bas de l'Alpe d'Huez et le sommet de l'Alpe d'Huez, le temps de montée qui serait très élevé et le temps de descente qui serait beaucoup plus bas. Donc dans un sens on aurait une valeur élevée, dans l'autre sens on aurait une valeur beaucoup plus basse. Donc la matrice, pour ce genre de problème, nous permet aussi, pas seulement d'avoir des doublons, mais aussi de représenter des valeurs d'aller et de retour différentes. Donc ça c'est un petit exemple, on va voir au travers de ces quelques vidéos que les matrices, en fait, on retrouve cette notion dans énormément de choses. Donc là j'ai représenté une matrice générique qui a P colonnes et N lignes, et vous voyez que chacun des éléments, je les ai notés A, puisque c'est l'élément de ma matrice A, et je leur ai donné des coordonnées. Donc le premier élément est l'élément de coordonnées 1, 1, puisqu'il est à la première ligne, à la première colonne. Le deuxième, c'est un élément de coordonnées 2A, puisqu'il est à la deuxième ligne, première colonne. Donc chacun des indices qui suivent la lettre de l'élément, en fait, indique ses coordonnées dans la matrice. C'est exactement comme quand vous jouez à la bataille navale. Pour identifier un point où vous voulez lancer un missile, eh bien vous donnez par exemple B2, donc vous donnez la colonne et la ligne pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la case sur laquelle vous allez envoyer votre torpille. Et bien là, c'est exactement pareil, on identifie chaque élément par l'indice de ligne et par l'indice de colonne, et donc on arrive à retrouver facilement un élément. Donc on peut dire qu'un élément A avec les coordonnées I, J se trouve à la I-ème ligne et à la J-ème colonne. Et ça, en tant qu'informaticien, et personne qui va vouloir développer derrière, c'est quelque chose de très pratique, puisque ça ressemble énormément à l'écriture que l'on va utiliser quand on a des tableaux multidimensionnels. Effectivement, quand on va faire des tableaux à deux dimensions, ou alors, comme on va le voir en Python, des listes de listes, eh bien vous allez toujours avoir le premier élément qui va symboliser la ligne, le deuxième élément qui va symboliser la colonne. Et vous le voyez, vous allez avoir quelque chose comme un élément A entre crochet I et entre crochet J pour donner la I-ème ligne et la J-ème colonne. Donc on s'aperçoit déjà que l'écriture en termes de programmation va être finalement très proche de l'écriture mathématique qui est utilisée pour représenter des matrices. Et ça va être très pratique pour nous, développeurs, parce que le but quand même, à la fin, c'est de pouvoir programmer des matrices. Donc on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en œuvre dans ce sens-là. Donc on va essayer d'avoir un petit peu de vocabulaire mathématique,
Et on va voir un petit peu différents types de matrices et quelles sont leurs propriétés. Donc on dit qu'une matrice qui a autant de lignes que de colonnes est une matrice carrée d'ordre n. Donc là, par exemple, j'ai fait une matrice de 2 lignes sur 2 colonnes. Et bien c'est une matrice carrée d'ordre 2. Voilà. Pourquoi on a cette notion de carré? Et bien exactement, si vous arrivez à définir un carré par exemple, vous pouvez dire que c'est un rectangle qui finalement a sa largeur qui est égale à sa longueur. Et donc en fait on retrouve cette notion de carré puisqu'on a le même nombre d'éléments en ligne et en colonne. Ok. Donc une matrice qui n'a qu'une seule ligne est une matrice ligne, là aussi très peu de choses compliquées, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs colonnes mais qu'une seule ligne, c'est la matrice que j'ai mis ici, donc on a effectivement une ligne, plusieurs colonnes, et de l'autre côté on peut avoir une matrice qui n'a qu'une seule colonne et peut avoir plusieurs lignes du coup, et donc ça on appelle ça une matrice colonne ou une matrice vecteur, parce qu'effectivement on peut représenter des vecteurs, si on a 2 points ça va être un vecteur en 2 dimensions, si on a 3 valeurs ça peut être un vecteur en 3 dimensions, c'est assez commode de représenter des vecteurs de cette façon-là. Et ensuite on verra plus tard que les différentes opérations sur les matrices vont nous permettre de faire des transformations sur ces vecteurs. Ce sont des opérations qui sont énormément utilisées lorsque l'on fait de la 3D, lorsque l'on fait du dessin. Et puis, à travers d'une matrice, on peut facilement faire des transformations de base, comme par exemple la rotation, la translation, ou l'augmentation d'échelle, le scaling en anglais. Donc, encore une fois, ça peut être très pratique dans différents domaines. Là, on le voit, on va encore trouver des applications en dessin, en géométrie. Il y a aussi quelques matrices particulières sur lesquelles j'aimerais revenir, puisque ça peut être assez intéressant de les connaître, et vous allez voir que de les connaître, ça a quelques propriétés qui vont pouvoir nous aider lorsque nous aurons à faire des opérations sur les matrices. Donc, déjà la première opération, c'est comment est-ce que je peux déterminer que 2 matrices sont égales? Eh bien, 2 matrices sont égales, pour cela, elles ont besoin de plusieurs propriétés. Elles doivent avoir le même nombre de lignes, elles doivent avoir le nombre de colonnes, et chaque élément aux coordonnées ij, c'est les coordonnées dont on a vu avant, qui permettent d'identifier un élément dans la matrice, ligne i, colonne j. Pour les coordonnées ij données, l'élément est le même dans les 2 matrices. Donc ça, c'est les 3 conditions qui vont nous permettre de déterminer si 2 matrices sont identiques. Et là encore, j'aimerais attirer votre attention, puisque je l'ai écrit sous cette forme à dessin, c'est de dire, par exemple, que je l'ai écrit avec un si, donc c'est la structure conditionnelle que l'on va retrouver en programmation, et quand on va vouloir tester ses propriétés, eh bien, vous voyez que ceci va comporter 3 conditions. Égalité sur les lignes, égalité sur les colonnes, et pour chacune des coordonnées, on va vérifier que les éléments sont identiques. Donc vous voyez qu'on arrive déjà à écrire, alors c'est pas encore du pseudocode formel, c'est pas encore de l'algorithmie, mais vous vous rendez compte qu'on a déjà cette notion de condition, qu'il va falloir vérifier, les 3 conditions, et vous avez aussi cette notion qu'il va falloir vérifier les élément par élément, et donc on va forcément introduire une notion de boucle qui va nous aider à parcourir une matrice. Donc une matrice nulle, qu'est-ce que c'est? C'est une matrice dont tous les éléments sont égaux à 0, c'est pas grand chose de compliqué. Et une matrice identité d'ordre n est une matrice comportant n lignes, comportant n colonnes. Donc j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'une matrice identité est toujours une matrice carrée, c'est-à-dire qu'elle a toujours autant de lignes que de colonnes, sinon on ne peut pas avoir une matrice identité. Et pour chaque élément a ij de la matrice vaut 1 si i égale j et 0 sinon. Alors ça aussi, je l'ai écrit vraiment dans la forme qui va nous permettre de générer facilement une matrice identité du point de vue programmation. Qu'est-ce que ça veut dire si jamais je devais créer une telle matrice? Eh bien tout simplement, je vais créer une matrice d'ordre 3, puisque je vous l'ai dit, une matrice identité est forcément carrée. Donc je vais juste changer un petit peu les couleurs pour séparer les indices de la matrice. Voilà. Comme ça, on a les indices à part. Et la matrice identité, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, elle a n lignes et n colonnes. Ça, je les ai bien dessinés. Donc, j'ai décidé que j'allais faire une matrice identité d'ordre n. Et chaque élément a ij de la matrice vaut 1 si i égale j. Donc, si l'indice de la colonne est le même que l'indice de la ligne, et 0 sinon. Et donc, ça va me permettre de remplir facilement ma matrice identité. Dans la case 1, 1, eh bien ma ligne vaut 1, ma colonne vaut 1, donc j'ai bien
égalité entre la colonne et la ligne, donc je vais avoir 1 ici. Ici, j'ai ma ligne 1, mais j'ai ma colonne 2, donc 2 est différent de 1. Ici, je vais avoir 0. 3 est différent de 1, je continue. Ici, je vais avoir 0 ici. Dans cette case-là, je suis à la ligne 2 et à la colonne 2, donc 2 égale 2, donc cette fois-ci, j'ai de nouveau 1. Ici, j'ai 0 puisque 3 est différent de 2. 3 est différent de 1, 3 est différent de 2, et j'arrive à cette case-là où je suis à la ligne 3 et à la colonne 3, et j'ai de nouveau 3 égale 3. Donc dans ce cas-là, je mets de nouveau 1 dans ma matrice. Et donc là, j'ai ma matrice identité. Alors on pourrait se dire, bah, tout simplement, c'était très compliqué de dire, en fait, pour que cette matrice identité contient finalement des 1 sur sa diagonale et des 0 dans le reste. Alors, c'est effectivement plus facile de le dire comme ça, mais la solution que je vous ai donnée ici, avec les égalités de colonnes et de lignes, c'est une écriture qui va pouvoir se programmer très facilement. Puisque votre programme va savoir exactement en parcourant la matrice à quel indice il est, à quelle ligne il est, à quelle colonne il en est, et il pourra faire très facilement la différence entre la colonne et la ligne. Donc là, encore une fois, le but était vraiment de montrer que les opérations sur les matrices, si on passe par des tableaux à plusieurs dimensions ou par des listes, par exemple en Python, eh bien, on va pouvoir programmer énormément de choses très rapidement sur les propriétés de matrice. Pour justement essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en lumière toutes les propriétés des matrices, je vous propose de prendre un éditeur Python et d'essayer de voir ce que l'on peut faire pour retrouver les propriétés que l'on vient de mettre en lumière au travers de ces quelques slides. Donc, la première chose que nous avons essayé de faire, c'est déjà, essayons de représenter une matrice et essayons de l'afficher. Alors, quels sont les types que Python met à notre disposition? Si j'utilise Python de base, sans aucune librairie scientifique, je n'ai pas un type matrice. J'ai la possibilité, si vous voulez, de faire, par exemple, une variable A dans laquelle je mets la valeur 5. Si je regarde le type de A, ici, que je lance mon programme, je vais avoir, il va me dire que A est de type entier, type int. Ok. Donc l'entier, c'est un petit peu limité à une valeur. Donc on pourrait se dire, naïvement, lorsque l'on connaît que le type entier, eh bien si j'ai une matrice de 3 par 3, il me suffirait de créer les variables qui s'appelleraient A11, A12, et ainsi de suite. Vous voyez que là, pour une matrice 3-3, vous auriez déjà 9 variables à gérer, et donc si on monte encore en puissance, si on a encore des variables, des matrices beaucoup plus grandes, une matrice 10-10, on serait déjà à 100 éléments. En fait, on ne peut pas se permettre de faire ça, puisqu'en fait, en faisant ça, on s'empêche complètement d'utiliser les mécanismes de boucle pour pouvoir parcourir une matrice. Donc il faut trouver un autre élément. Alors, ce que Python met à notre disposition comme élément, déjà, on va appeler ça matrice, c'est un élément de liste. Alors vous avez un élément de liste qui, cette fois-ci, va me permettre de gérer plusieurs éléments, identiques, ou pas d'ailleurs. Je peux avoir, par exemple, des valeurs 1, 2, 3, 8, 9, 11, et ainsi de suite. Donc j'ai la possibilité de mettre plusieurs entiers dans une seule variable. Si jamais je relance maintenant avec mon type, c'est vrai que si je change le nom de la variable, il faut que je le change là aussi. Cette fois-ci, vous voyez que j'ai un élément de type list. Et donc, l'élément de type list, par rapport à l'élément de type entier, il est intéressant parce que l'élément de type list, je peux le parcourir facilement. Il suffit que je fasse une variable de parcours et que je prenne pour toute i dans maths. J'ai un doute si je peux le faire avec le point, si c'est le in. Il me semble que c'est le in en Python. Pour i de maths, je vais afficher i. Et donc vous voyez que cette fois-ci, j'ai une seule variable qui contient beaucoup d'informations, beaucoup d'entiers, et je peux parcourir à l'aide d'une boucle pour tous les entiers que j'ai mis dans ma liste. Donc c'est très intéressant puisque ça va, en fait, je ne suis plus tributaire de la longueur de ma liste. Je peux avoir une liste de 10, de 11, de 20 ou de 100 ou de 100 000 éléments. Je parcourrai toujours les éléments pareils dans ma liste. Maintenant, le problème de la liste, c'est que ma liste s'arrête malheureusement à une seule dimension. Je peux mettre des entiers dedans, mais
vous avez vu dans la matrice, que nous avons vu ici, c'est que c'est toujours des tableaux à double entrée, des tableaux multidimensionnels. On a un nombre de colonnes et un nombre de lignes. Pour l'instant, ce que je suis arrivé à faire, c'est qu'une seule ligne. Et bien Python nous permet justement, mais comme d'autres langages de programmation également, de considérer que chaque élément de la matrice, de la liste, pardon, pourrait être lui-même une liste. Et c'est ce qui va nous aider à faire une matrice. Par exemple, on pourrait considérer que cet élément de matrice, il a un premier élément, un deuxième élément et un troisième élément. Et pour l'instant, alors là, je n'ai encore rien changé à ma matrice. Là, cette fois-ci, j'ai une liste qui va contenir les entiers 1, 2 et 3. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir représenter ma matrice des distances. Et donc, je pourrais considérer que la première ligne, c'est la ligne qui est reliée à Paris. La deuxième ligne, ça serait Marseille. La troisième ligne, ça serait Strasbourg. Sauf que Paris, je dois conserver la distance qui la sépare de Paris, la distance qui la sépare de Marseille et la distance qui la sépare de Strasbourg. Et donc, vous voyez que pour la ligne Paris, j'ai 3 éléments. Et bien, la seule chose qui me reste à faire, du coup, c'est de dire, comme j'ai 3 éléments, j'ai le droit de faire en sorte que l'élément de ma première ligne, ce soit également une liste. Et là, je peux mettre dedans mes 3 éléments. Donc pour les distances, j'ai 0, 773 et 488. Voilà. Donc là, j'ai les éléments de Paris. Et donc, quand je vais récupérer le premier élément de ma matrice, le premier élément de ma liste, cette fois-ci, je vais récupérer toute la ligne de Paris. Et ensuite, il faudra que je trouve dans cette ligne quelle est la distance que je cherche. On va juste terminer la matrice et vous allez la voir apparaître de la façon dont je l'ai écrit. 801 et la dernière ligne 488 801 0. Ok. Et là, vous avez vu en fait qu'en l'écrivant comme ça, notre matrice apparaît. Et on a en fait simulé une matrice à l'aide de Python grâce à la liste de listes. On a considéré que chaque élément de ma liste était en fait elle-même une liste. Et là, vous voyez, ma matrice est arrivée. On est arrivé à le formaliser. Et donc, on avait dit que je voulais, par exemple, chercher la distance qui se trouvait entre Paris et Marseille. Et donc, entre Paris et Marseille, c'est récupérer la ligne qui concerne Paris, donc la ligne 0, et c'est de prendre la colonne qui concerne Marseille, c'est-à-dire la colonne 1. Et on va voir si on retrouve cette valeur de 773. Donc comment on va accéder à cet élément-là? Eh bien tout simplement, on va récupérer l'élément dans la matrice qui est à la ligne 0. Donc en faisant ça, on va récupérer la ligne qui a toutes les données de Paris. Vous voyez, si je le lance maintenant à ce moment-là, il va me sortir 0, 773, 488, donc il a bien récupéré la première ligne. Et sur cette première ligne, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux l'élément qui correspond à la ville de Marseille, et donc ce sera l'élément 1. Puisqu'en fait, je vous rappelle que les colonnes sont numérotées à partir de 0, donc on aurait la colonne 0, la colonne 1, la colonne 2. C'est une petite distinction qu'il faut faire par rapport à ce qu'on fait habituellement en mathématiques. Et donc, si je lance ça, là, cette fois-ci, j'aurai la distance de 773 qui correspond bien à la différence entre Paris, la ligne que j'ai prise, et 773, la colonne qui correspond à Marseille. Donc on voit que en passant par des listes de listes, on est arrivé à simuler une matrice. Ok. Si maintenant on veut afficher le contenu de la matrice, eh bien on peut effectivement repartir sur une liste. Donc on peut prendre une variable i à laquelle qui parcourra la matrice. Donc qu'est-ce que va contenir i? Tout simplement, si on fait un print i, on va voir ce que contient la valeur i. La valeur i, vous avez vu qu'elle contient la matrice. Donc on a écrit chacune des lignes, on est passé 3 fois dans la boucle et chaque fois on a écrit une liste. Si maintenant on veut faire disparaître cet aspect de liste et avoir vraiment les éléments de la matrice, eh bien il suffit de refaire une boucle for i, for j, cette fois-ci on va changer de nom de variable, qui va parcourir la variable i, puisque je rappelle qu'à chaque tour de boucle, la variable i contient une liste. Et si on parcourt maintenant la liste qui correspond à chacune des villes, et qu'on imprime cette fois-ci mon élément j, on va s'apercevoir que
on va décomposer cette fois-ci la matrice dans tous ces éléments. Et vous voyez que print i, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est qu'en fait, ça revient à faire l'impression de l'élément de la matrice à la ligne i et à la colonne j. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre justement de créer une matrice, de parcourir une matrice ou de chercher un élément bien particulier de la matrice. En fait, à travers de ce petit exemple, on est arrivé finalement à trouver toutes les informations dont nous avons besoin pour pouvoir accéder à notre matrice et pouvoir la manipuler en Python. Génial! Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver quelles sont les propriétés de la matrice et essayer de les mettre en lumière. Donc pour cela, on va essayer de retrouver les propriétés des différentes matrices que l'on avait vues dans le cours. Donc on va essayer d'écrire un petit algorithme. J'avais proposé un algorithme, mais aujourd'hui on va l'écrire en Python, comme on a déjà l'éditeur qui est ouvert, qui à partir d'une matrice donnée indique à l'utilisateur si la matrice est carrée, si c'est une matrice ligne, si c'est une matrice colonne, ou alors si c'est une matrice quelconque. Donc ça va nous permettre déjà de demander à Python de nous aider à résoudre l'identification d'une matrice. Donc pour cela, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. On l'a vu ici, on a défini une matrice. Donc pour l'instant, elle est carrée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver toutes les informations qui sont liées à cette matrice. Donc, si la première information, on va chercher à ce que la matrice est carrée. Quelle est la définition d'une matrice carrée? C'est la définition suivante, c'est de dire une matrice carrée est une matrice qui a autant de lignes que de colonnes. Alors comment est-ce qu'on peut définir finalement le nombre de lignes d'une matrice? Eh bien ça c'est très facile, c'est la commande length qui nous le fournit. La fonction length nous donne la longueur, le nombre d'éléments dans une structure. Si vous faites un length sur une liste, ça va vous donner le nombre d'éléments de la liste. Si je fais la longueur de ma matrice, qu'est-ce que ça va m'envoyer? Eh bien, ça va regarder combien il y a d'éléments dans ma liste matrice, et ça va me dire que j'ai 1, 2, 3 éléments. D'accord? J'ai 3 éléments dans ma matrice qui sont eux-mêmes des listes. Mais en tout cas, j'ai 3 éléments, j'ai 3 lignes dans ma matrice. Et donc, là j'ai le nombre de lignes, maintenant je veux savoir combien j'ai de colonnes. Le nombre de colonnes, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'on va essayer de retrouver, cette fois-ci je ne peux plus compter le nombre d'éléments de matrice, ça va être un petit peu plus compliqué, mais il faut que je sache en fait combien il y a d'éléments par colonne. Et comment je retrouve le nombre d'éléments par colonne? Eh bien en fait c'est le nombre d'éléments de chacun des éléments de la matrice. Vous voyez là j'ai 3 éléments, 0, 773, 488, là j'ai 3 éléments, 773, 0, 801, et en fait on peut dire que, d'après la composition de la matrice, on pourrait simplement se dire que si la première ligne a 3 colonnes, eh bien il y a de grandes chances que toutes les lignes de la matrice aient 3 colonnes. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais récupérer combien le premier élément de la matrice a d'éléments, tout simplement. Donc, j'ai vérifié, donc il conviendrait normalement de vérifier que la matrice n'est pas vide, mais c'est un test que je ne fais pas ici. Donc je vérifie que ma matrice, le nombre de lignes de ma matrice, et là je récupère le nombre de colonnes de ma matrice. Et je vérifie que le premier élément, puisque je sais que si j'ai le nombre d'éléments dans le premier élément, tous les éléments qui vont suivre auront le même nombre d'éléments. D'accord? Donc, à partir du moment où j'ai mon nombre de lignes qui est égal à mon nombre de colonnes, il me suffit d'écrire que la matrice est carrée. Voilà. Ensuite, on va essayer d'avoir d'autres propriétés, qui maintenant vont être très simples à définir. Donc, je vais mettre un else-if, et cette fois-ci, je veux vérifier si j'ai une matrice ligne. Si on revient à la définition de la matrice ligne, une matrice ligne, c'est une matrice qui n'a qu'une seule ligne, et qui peut, bien entendu, avoir plusieurs colonnes. Donc cette fois-ci, la seule chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que j'ai qu'une seule ligne. Et combien j'ai de lignes dans la matrice, c'est quelque chose qu'on a déjà regardé, c'est la longueur de la matrice. C'est exactement ce qu'on avait fait en haut. La longueur de la matrice va me donner le nombre d'éléments dans la liste math, et va me donner que j'ai 1, 2, 3 éléments. Donc elle m'aura compté le nombre de lignes. Donc, si la longueur de matrice est égale à 1, cette fois-ci, on va dire il s'agit d'une matrice ligne.
Ok. On va régler assez rapidement le cas de la matrice colonne, puisque là, tout simplement, le nombre de colonnes, je l'avais déjà fait en vérifiant combien il y a d'éléments dans le premier élément de la matrice. Donc pour les mêmes explications, si le nombre de colonnes est égal à 1, là, je vais afficher tout simplement, il s'agit d'une matrice colonne, tout simplement. Et dans les autres cas, il me suffira d'afficher que la matrice est quelconque. Voilà, et j'en aurai fini. On va voir si tout ça, ça marche. Là, j'ai une matrice de 3 sur 3. Normalement, le programme devrait me dire... Ouais, c'est ça quand on passe toujours d'un langage de programmation à un autre. La matrice est carrée. Tiens, il me manque un R. La matrice est carrée. Essayons de voir cette fois-ci pour créer, par exemple, une matrice ligne cette fois-ci. Une matrice dans laquelle je n'ai qu'une seule ligne. Il s'agit d'une matrice ligne. Très bien. Voyons voir maintenant si je faisais une matrice colonne. Donc cette fois-ci, je me dis que cette fois-ci j'ai des éléments de matrice. Donc je dis que chacun des éléments est effectivement une liste qui ne contient qu'un seul élément. Là, j'ai bien une matrice colonne. D'accord? Et donc, si jamais je rajoute simplement un élément, ce qui va me donner une matrice de 3 lignes et de 2 colonnes, là, cette fois-ci, si je relance, je me retrouve avec une matrice quelconque. Ok. Donc, j'ai bien identifié toutes les informations des matrices que je pouvais avoir. Essayons de voir si on peut aller un petit peu plus loin. Comment est-ce qu'on pourrait indiquer cette fois-ci que la matrice est nulle? On avait vu qu'une matrice nulle, c'est une matrice dont tous les éléments sont à 0. Et donc, vérifier tous les éléments, ça va nous imposer de réutiliser la notion de boucle qu'on avait vue plus tôt pour parcourir toute la matrice. Et donc, cette fois-ci, comment je vais faire ce genre de choses? Eh bien, je vais commencer par parcourir ma matrice. Donc, là, je vais la parcourir. Là, je vais parcourir chacune des lignes. Donc, I va prendre successivement chaque fois la valeur qui est contenue dans une ligne. Donc, le premier tour de boucle, il va contenir 0,2. Le deuxième tour de boucle, il va contenir cet élément. Et donc, je peux reparcourir chaque élément que me donne ma matrice. Donc, dans le premier tour de boucle, I va valoir 0,2. Et donc, J va prendre dans le premier tour la valeur 0, puis la valeur 2. Et donc, je vais parcourir comme ça toute ma matrice. Et donc là, la seule chose qu'il faut que je vérifie, c'est est-ce que mon élément J est égal à 0? Ou je vais mettre à différentes 0, parce que c'est le cas qui nous intéresse. J'ai mes tests qui sont en place. Maintenant, il faudrait que je vois comment je peux faire pour définir que ma matrice est nulle ou pas. Et bien là, je vais me servir d'un booléen que je vais appeler test nul. Et dedans, je vais mettre la valeur true, la valeur vraie. C'est-à-dire que je considère, jusqu'à preuve du contraire, que ma matrice est nulle. Et je mets true dedans. Si jamais j'arrive à trouver dans ma matrice un élément qui n'est pas égal à 0, cette fois-ci, je vais affecter false à test nul en disant j'ai trouvé un élément qui ne vaut pas 0. Et donc dans test nul, je vais mettre false pour dire en fait je ne suis pas sur une matrice nulle. Il ne me reste plus qu'à réagir en fonction. If test nul, si j'ai un test nul, il me suffit d'écrire que la matrice est nulle. Dans le cas contraire, je vais afficher la matrice est non nulle. Voilà. On va tout de suite tester si tout ça fonctionne. Ouais. Ok, donc là j'ai une matrice qui est à la fois quelconque et une matrice qui est non nulle. Si j'avais mis que des éléments 0 dans ma matrice, donc là j'ai une matrice de 3 lignes sur 2 colonnes, dont tous les éléments sont nuls,
Je vais relancer mon programme, et là, cette fois-ci, vous voyez que ma matrice est bien nulle. Ok. Donc, on est déjà arrivé à mettre en lumière énormément de propriétés de la matrice. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? On pourrait essayer de voir si on a affaire à une matrice identité. Alors, le cas de la matrice identité, où est-ce qu'on va le mettre dans notre programme? Eh bien, comme je vous l'avais dit déjà, la matrice identité est forcément une matrice carrée. Puisque si vous vous souvenez, la matrice identité, c'est une matrice qui était remplie de 0, à part sur la diagonale, où on n'avait que des 1. Et donc, on va utiliser le cas où on a déjà testé, que la matrice est carrée. Puisque si la matrice n'est pas carrée, on n'est pas du tout dans le cas d'une matrice identité. Donc pour tester que l'on est dans le cas d'une matrice identité, il va falloir repasser par un test. Donc je vais lui dire test identité, qui est un booléen dans lequel je vais mettre vrai, parce que je suis quelqu'un de pas très contrariant, et à défaut, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, eh bien je peux dire que je suis dans une matrice identité. Je vais donc parcourir tous les éléments, toutes les lignes de ma matrice. Pour chacune des lignes, je vais encore une fois... Pour chacune des lignes, je vais parcourir tous les éléments de ma ligne. Et qu'est-ce que je vais vérifier ici? Eh bien en fait, la fonction, je l'avais déjà donnée plus tôt. Si jamais l'indice de colonne est le même que l'indice de ligne, je devrais avoir 1, sinon je devrais avoir 0. Et bien ça, je vais le tester là, maintenant, directement. Donc, j'ai pas les indices ici. Donc je vais devoir passer effectivement par quelque chose d'autre qui s'appelle la fonction range. La fonction range en fait va me donner tous les indices en fait qui sont compris entre 0 et la longueur et la valeur que je lui donne. Donc si je lui donne la longueur de la matrice, là vous voyez que j'ai une matrice avec 3 lignes, eh bien il va me fournir les éléments 0, 1, 2 et ça va me fournir les indices qui vont me permettre de parcourir ma matrice. Donc là effectivement dans ce cas-là il me faut les indices. Donc, là je vais faire pareil. La première boucle parcourt les lignes, la deuxième va devoir parcourir les colonnes. Et comment elle parcourt les colonnes? Eh bien tout simplement, on avait vu que la colonne, on le retrouvait dans le nombre d'éléments du premier élément de la matrice. Là on va reprendre le premier élément, on voit qu'il y a 2 éléments dedans, et bien en fait c'est une matrice à 2 colonnes. Donc on va faire exactement pareil. Et qu'est-ce qu'on va tester ici? On va tester simplement si I égale J, donc ça veut dire qu'on est dans le cas où l'indice de colonne est le même que l'indice de ligne. Et donc si on a I égale J et matrice à la ligne, l'élément de matrice de la ligne I et de la colonne J est différent de 1, alors le test ID, je le mets à false. Parce que si jamais je suis dans un élément IJ, c'est-à-dire je suis vraiment dans un élément, si la colonne est le même indice que l'élément de ligne, et alors il faut que la valeur de l'élément à cet endroit-là soit égale à 1. S'il est différent, c'est que je ne suis pas dans le cas d'une matrice identité. Sinon, dans le cas contraire, je vais tester autre chose. Je vais tester si I est différent de J et matrice de IJ est différent de 0. Alors, là aussi, le test d'identité est en false. Pourquoi? Parce que si j'ai l'indice de la colonne I qui est différent de la colonne J, alors je dois normalement avoir 0 lorsque je suis dans une matrice identité. Donc là, pour les mêmes raisons, le test d'identité arrive à false. Et donc, en fait, il me suffit de vérifier à la fin mon test ID. Si test ID, je peux marquer tout simplement que c'est une matrice identité. Dans le cas contraire, je vais écrire tout simplement ce n'est pas une matrice identité. Voilà, tout simplement.
Donc là, j'ai effectivement pas une matrice identité, et puis qui en plus n'est même pas carrée. Donc je vais déjà en faire une matrice carrée, c'est-à-dire d'avoir 3 colonnes, 3 lignes. Donc ça c'est une matrice carrée. On va relancer, j'ai bien une matrice carrée, ce n'est pas une matrice identité, et la matrice est nulle. Maintenant, je vais en faire une matrice identité, pour voir si mon programme fonctionne correctement. Et là, on voit cette fois-ci que j'ai bien une matrice identité. Ok. Donc vous voyez encore une fois, les propriétés de la matrice, les propriétés que l'on a vues dans le cours et que l'on a mis en lumière, vont nous permettre justement de pouvoir programmer très facilement des opérations sur les matrices. Est-ce qu'on peut encore faire une autre propriété? On pourrait vérifier également que deux matrices sont égales, mais je pense que maintenant vous avez compris le fonctionnement de tout ça. Et on peut aussi prévoir d'écrire des fonctions qui vont pouvoir nous permettre de réutiliser les algorithmes On peut réutiliser les algorithmes. Alors, les tests d'égalité de deux matrices, eh bien, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, vous allez devoir de nouveau vérifier que le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de lignes de la deuxième matrice sont égaux, et ça se fait très facilement, puisqu'il suffit maintenant de savoir que le nombre de lignes, on peut le récupérer en prenant la longueur de ma structure matrice, et le nombre de colonnes, on le récupère en essayant de voir combien il y a d'éléments dans le premier élément de ma matrice. Donc là, comparer le nombre de lignes de deux matrices et comparer le nombre de colonnes de deux matrices, ça se fait très facilement. Et ensuite, comparer les différents éléments de notre matrice, eh bien ça va se faire de nouveau à travers deux boucles, une qui va parcourir les lignes, la première, la deuxième qui va parcourir les colonnes, et il y aura à vérifier que chaque élément ij de ma première matrice soit bien égal à l'élément ij de ma seconde matrice. Donc là, en fait, on a déjà tous les éléments qu'on a mis en place dans cet exemple-là pour faire le test de savoir si deux matrices sont égales. Donc là, c'est un petit exercice sur lequel vous pouvez vous lancer et voir si vous arrivez en testant avec quelques matrices. Vous mettez deux matrices égales, vous mettez deux matrices différentes et vous regardez si votre programme réagit correctement en fonction des données que vous avez données en entrée. Donc cette première vidéo sur les matrices a expliqué la structure de matrice, qu'est-ce qu'on appelle une matrice, comment est-ce qu'on la manipule. On a donné des petits points de vocabulaire pour savoir ce qu'était une matrice colonne, une matrice ligne ou une matrice carrée. On a aussi vu quelques matrices particulières, comme la matrice nulle ou la matrice identité. Et vous allez voir que ces matrices, dans les opérations que nous allons voir maintenant, vont avoir de leur importance. La matrice nulle, par exemple, sera l'élément nul pour l'addition. La matrice identité sera l'élément d'identité en termes de multiplication matricielle. Donc cette première séance était assez importante puisqu'elle nous a permis de voir aussi comment représenter en Python une matrice, puisque une matrice n'est pas normalement un type de base, mais vous voyez qu'avec les listes de listes, on est arrivé à le simuler. On est arrivé à avoir tous les outils en main pour pouvoir mettre en place une matrice, pour pouvoir la parcourir, pour pouvoir accéder à son contenu. Là, on n'a pas fait de modification de matrice, mais on pourrait très bien le faire également dans le programme, modifier chacun des éléments indépendamment. Et on a vu que, avec quelques outils très simples, avec une boucle for et avec quelques if, on arrivait déjà à faire un petit programme très sympathique qui nous permettait de donner quelles étaient les propriétés d'une matrice, en termes de lignes, en termes de colonnes, matrice carrée, matrice nulle, et ainsi de suite. Donc on va se revoir très vite pour une seconde vidéo qui va parler des opérations sur les matrices, principalement l'addition et la multiplication, et on va voir que ça va nous apporter énormément de contenu pour pouvoir continuer à manipuler des matrices et à faire des opérations correctement dessus. Bonne journée!